Donc les juifs et juives qui s'installent dans un pays sont des immigrés ou des migrants, mais cette migration présente des caractéristiques spécifiques sur lesquelles je voudrais insister en guise d'introduction. D'abord, les juifs constituent une minorité ethno-religieuse qui est présente en Europe depuis 2 millénaires. La religion, au sens où on l'entend en Europe occidentale, est un élément essentiel et structurant de leur identité, mais elle n'explique que partiellement cette dernière. C'est un fait essentiel pour comprendre cette histoire. Le cas des réfugiés politiques, à l'époque moderne évidemment mis à part, cette migration se distingue des autres par le fait qu'elle est autonome. Elle n'obéit pas à des appels de main-d'œuvre, mais à ses propres motivations, et elle est également en principe sans intention de retour. Ce qui signifie en général, enfin de manière générale, que les Juifs n'ont pas le sentiment de quitter une patrie immémoriale quand ils émigrent. Donc la migration des Juifs est au croisement de deux problématiques. Celle de la migration en général, et c'est dans ce cadre-là que je m'exprime ici, et celle de l'histoire des Juifs dans sa longue durée. Et en matière d'histoire juive, dans sa longue durée, la période d'émigration moderne et massive débute au XVIIIe siècle, traverse le XIXe et s'étend jusqu'aux années 70, 80 et 90 du XXe siècle, quand plus d'1 million de Juifs quittent l'espace soviétique et puis russe. Cette minorité ethno-religieuse s'est en fait déplacée sur le continent européen au gré des persécutions, des expulsions et, à contrario, des opportunités d'installation. Pour ce qui est des Juifs ashkénazes, ce qui signifie en hébreu médiéval qu'ils sont originaires d'Allemagne, qui constitue jusqu'à aujourd'hui la majorité des Juifs en Belgique et à Bruxelles, on peut parler d'un mouvement d'aller-retour entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Jusqu'au XVIIe, le mouvement migratoire va de l'ouest vers l'est de l'Europe. La tendance va s'inverser à partir du XVIIIe pour déboucher à la fin du XIXe sur une migration massive, essentiellement à partir de l'Empire russe et de l'Empire austro-hongrois. Cinquième caractéristique, dès leur arrivée, les immigrés, les migrants, les arrivants juifs créent systématiquement un ensemble d'institutions communautaires qui structurent la vie juive et dont les fonctions répondent à leurs besoins religieux et sociaux. Donc il n'y a pas que la synagogue ou les lieux de prière, mais également tout ce qui concerne l'hébergement des pauvres et malades, les sociétés d'inhumation, les écoles, les tribunaux. À partir de la fin du XIXe, je reviendrai là-dessus plus tard, et surtout entre les deux guerres mondiales, avec la sécularisation croissante des populations juives, de nouvelles sociabilités vont se dégager et s'articuler autour d'organisations politiques et culturelles. Sixième point, qui rencontre les migrations juives en Belgique, à partir de la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, les Juifs d'Europe occidentale et centrale vont progressivement être émancipés. En d'autres termes, ils sont reconnus comme citoyens de confession juive, qui ne se distinguent théoriquement et juridiquement que par leur confession. C'est à cette époque que le terme israélite va s'imposer et il est utilisé jusqu'à aujourd'hui pour qualifier l'institution religieuse. En même temps, le terme juif est alors considéré comme péjoratif et renvoyant un statut social d'étranger, que l'on considère comme dépassé. Voilà pour les caractéristiques. Les Juifs sont présents en Europe occidentale depuis la période romaine, mais pour ce qui est des territoires qui forment la Belgique, on ne dispose pas de documents certains avant le XIIIe siècle. Dès le début du XIIIe siècle, des Juifs venus d'Allemagne s'installent en Brabant, le long de la voie commerciale Cologne-Bruges. Leur présence est signalée à Louvain en 1220. On a découvert au XIXe siècle une pierre tombale d'une femme juive à Tirlemont, datée de 1255. Mais on estime qu'il n'y avait pas plus d'une centaine de familles juives pour tous les Pays-Bas. Ces familles vivaient essentiellement de prêts sur gage, ce qui veut dire de prêts de faibles sommes d'argent à très court terme, ce qui les expose
d'une part à la vindicte populaire et également la concurrence des banquiers italiens, ceux qu'on appelle les Lombards. Pour ce qui est de Bruxelles, leur présence est attestée vers 1260 par l'existence de 4 escaliers des Juifs, qu'on appelle donc escaliers des Juifs, qui sont situés au pied du château ducal, au Kordenberg. Un seul de ces escaliers a survécu jusqu'à aujourd'hui le long du Palais des Beaux-Arts. Pas en l'état, mais il y a toujours un escalier à cet endroit. Auparavant, les Juifs étaient localisés sur l'île Saint-Géry, où se trouvait le premier château. Leur synagogue se situait rue des Sols et leur cimetière à l'emplacement actuel de la porte de Namur. Leur statut est instable durant tout le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, car ils sont étrangers à double titre. Ils ne sont pas du pays et ils appartiennent également à une religion minoritaire. Ils ne sont pas chrétiens. Les Juifs étaient confrontés à l'antijudaïsme de l'Église, dans le détail duquel je ne vais pas entrer ici, mais par exemple, le concile de Latran en 1215 leur avait imposé le port d'un signe vestimentaire distinctif, la rouelle. Mais surtout, leur situation va devenir de plus en plus précaire avec les croisades. Les persécutions, les expulsions, les accusations vont se multiplier. De nombreux massacres sont perpétrés, comme à Louvain en 1309. En 1348, les communautés juives sont accusées d'avoir empoisonné les puits, ce qui aurait causé l'épidémie de peste. Et ces communautés sont décimées. Les rares survivants à Louvain et Bruxelles, donc en duché de Brabant, on parle pour Bruxelles de 4 familles, sont condamnés au bûcher en 1370 à la suite d'une accusation de profanation d'hosties, ce qu'on a appelé le miracle des hosties sanglantes, qui sera célébré à Bruxelles pendant des siècles. Et il faudra attendre 1977 pour qu'une plaque soit apposée dans la cathédrale Saint-Michel, une plaque exposant les faits réels. À la suite de cet épisode de 1370, les Juifs n'ont pas été bannis officiellement du Brabant, mais ils sont absents jusqu'au régime autrichien et au XVIIIe siècle, où ils sont à nouveau tolérés moyennant le paiement d'une taxe. C'est une communauté extrêmement réduite. Au XVIIIe, leur présence est rendue très difficile en raison du fait que l'intégration économique requiert l'accès à la bourgeoisie et que cet accès est lui-même conditionné par la foi catholique. Mais il y a quand même eu quelques cas de reconnaissance de bourgeoisie. Bien qu'ils n'y soient pas mentionnés, les Juifs vont bénéficier des effets de l'édit de tolérance de Joseph II en 1781, donc ils peuvent en tout cas pratiquer leur religion sans entrave, ils ont accès à certains métiers. Ils n'ont pas accès à l'emploi public, ils restent des étrangers. Mais c'est le début du processus d'émancipation. En 1789, la France révolutionnaire va octroyer aux Juifs le statut de citoyen à part entière, tout en supprimant leur autonomie communautaire. Ce programme va s'appliquer dans la future Belgique, dans ce qui constituera la Belgique, dont les territoires seront conquis en 1795 par la France révolutionnaire. Bon, ce statut sera assorti de mesures discriminatoires, comme le changement obligatoire de nom, ce qui permet aussi à l'époque de voir combien de Juifs il y a, puisqu'il y a des demandes de changement de nom. Le régime napoléonien va reconnaître le culte israélite en 1808 et l'organiser en consistoire, le terme qui existe toujours pour l'organisation du culte en Belgique. Ces consistoires regroupent des synagogues. Mais comme les Juifs des 9 départements qui constitueront plus tard la Belgique sont trop peu nombreux, ils sont rattachés à des consistoires se trouvant aujourd'hui en Allemagne. Ce qui indique que la taille de la communauté est extrêmement réduite. On estime qu'elle ne constitue pas un consistoire par elle-même. La Belgique indépendante reconnaît le culte avec un peu de retard en 1832, sous la forme d'un consistoire central israélite, toujours existant. Le dernier élément qui renvoie les Juifs à leur ancien statut de groupe ethno-religieux, c'est-à-dire un serment spécifique qu'ils devaient prononcer devant les tribunaux,
qu'on appelait More Judaico, est aboli en 1836. Cette Belgique indépendante va attirer des immigrés juifs en faible quantité, à la fois parce qu'elle offre des opportunités économiques, mais aussi en raison de son libéralisme politique et confessionnel. Par exemple, l'université est ouverte et l'accès au professorat est possible aux juifs, alors qu'il est par exemple interdit en Allemagne jusqu'au XXe siècle. Et par exemple, en Belgique, une mince strate sociale extrêmement réduite qui bénéficie du suffrage censitaire peut accéder au monde politique et aux charges publiques, y compris militaires, puisqu'on a quelques cas d'officiers supérieurs belges au XIXe siècle. Enfin, juifs dans l'armée belge au XIXe siècle. La croissance démographique va se poursuivre très lentement, mais il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres certains, puisqu'après 1846, la religion n'est plus mentionnée dans les recensements. Et les juifs, qu'ils soient religieux ou non, ne sont pas tous affiliés au consistoire. Et donc ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas être dénombrés, ce qui illustre qu'au cours du XIXe siècle, dans le cadre du processus d'émancipation, le décalage entre judaïsme d'affiliation et judaïsme sociologique va aller en s'accroissant. C'est ce qui est aujourd'hui la norme. C'est un phénomène complexe parce que les Juifs sont confrontés à deux intégrations parallèles qui renvoient à leur statut antérieur, en tant qu'immigrés dans une société nouvelle et également en tant que membres d'une confession minoritaire. Cette communauté de la première moitié du XIXe est essentiellement originaire d'Allemagne, de la Rhénanie en particulier, des Pays-Bas, de la Lorraine et de l'Alsace française. Le flot migratoire est constant, mais réduit, et la population augmente fort peu. À Bruxelles, cette communauté habite dans les quartiers centraux. La ville se limite à l'époque au Pentagone. Les synagogues sont d'ailleurs situées rue aux Choux, puis rue de la Blanchisserie, puis rue de Bavière, rue qui n'existe plus, qui a en tout cas changé de nom, avant qu'en 1878, on ne construise la grande synagogue de la rue de la Victoire, de la rue de la Régence, qui est située emblématiquement auprès des lieux de pouvoir, sur l'Axe Royal. Donc ces Juifs de vieille immigration qu'on peut décrire comme des Belges de confession israélite, gravitent autour des institutions consistoriales, donc la synagogue, les institutions éducatives et de bienfaisance, dont les dirigeants sont généralement d'origine allemande. On compte plusieurs associations de secours et d'inhumation, un orphelinat, une première maison de retraite, des sociétés d'aide aux mères, aux jeunes filles, aux enfants pauvres. Donc c'est un proto-service social communautaire. De nombreuses familles accèdent à la moyenne bourgeoisie et certaines à la très haute bourgeoisie. C'est une couche sociale extrêmement réduite. Quelques familles intermariées en général. Ces quelques familles vont jouer un rôle important dans le développement bancaire et économique du pays, également dans la création de grands commerces qui ont marqué la vie bruxelloise. Elles ont parfois laissé leur nom à la toponymie bruxelloise, comme c'est le cas avec le boulevard et l'Institut Bischofsheim, ou avec la place Wiener à Boitsfort. Ces mêmes familles vont pendant des décennies et jusqu'au XXe siècle assurer la direction des institutions consistoriales et la représentation de la communauté juive. Jusqu'en fait, pour certaines institutions, jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on peut qualifier de première vague migratoire, à partir du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. À partir des années 1850, 1860, intervient une deuxième vague migratoire, vague toute proportion gardée. C'est là aussi une migration très réduite qui provient
elle, des Pays-Bas. Et d'ailleurs, jusqu'aux années 1880, la judaïcité belge et bruxelloise sera majoritairement d'origine hollandaise. C'est une immigration pauvre et extrêmement dénuée, qui vivra souvent dans une extrême indigence et dépendra de la bienfaisance consistoriale. Sur le plan religieux, on observe une mutation, une évolution. Les nouveaux arrivants sont plus traditionnalistes, ne se reconnaissent pas dans le judaïsme consistorial qu'ils considèrent comme trop moderne, et ils vont fréquenter leurs propres oratoires, qui se situent dans le quartier où ils s'installent, c'est-à-dire à Kuregem. Donc qui est en plein développement économique à partir de la moitié du XIXe siècle. Ils s'opposent sur le plan religieux à la communauté officielle, consistoriale, et également sur le plan culturel et social face à la bourgeoisie déjà installée. Ils sont principalement colporteurs. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, subsisteront des colporteurs juifs hollandais d'ailleurs à Bruxelles. C'est un métier qui ne nécessite aucune infrastructure, très peu de stock et surtout aussi très peu de mise de départ. Donc il est accessible à des gens dénués de capital de départ. Le stade suivant consistera pour ceux qui s'en sortiront à ouvrir une boutique. Mais ils sont majoritairement colporteurs, mais en fait, leurs activités professionnelles recouvrent l'éventail des métiers urbains, des petits métiers urbains, puisqu'on relève des boulangers, des épiciers, des marchands de charbon, des casquetiers, des tailleurs, des tailleuses, des employés de boutique, des fleuristes ambulants, des artistes de cirque, ce qui est une spécificité juive hollandaise. Il y avait plusieurs cirques juifs hollandais, dont l'un d'entre eux a subsisté jusqu'à ces dernières années d'ailleurs. Il faut également mentionner, bon, c'est marginal, des immigrations très spécifiques à ce moment-là. Après la révolution allemande de 1848, quelques intellectuels juifs vont se réfugier en Belgique. L'ULB va intégrer des enseignants auxquels le professorat est interdit en Allemagne, comme je l'ai relevé précédemment. Et après le coup d'État français de 1851, la guerre de 1870, franco-allemande, des proscrits juifs français vont s'établir à Bruxelles. On estime vers 1880, mais c'est un chiffre incertain, le nombre de juifs à 4 000 plus ou moins, 4 000, 5 000. À ce moment, c'est un processus qui a commencé déjà dans les années 1860, parce qu'évidemment les vagues migratoires se superposent. À partir de ce moment-là, débute la troisième vague migratoire qui ira essentiellement de 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui s'inscrit qui est en rapport avec la situation des Juifs d'Europe orientale. On passe de 2,5 millions de Juifs en 1800, dont une majorité, donc c'est population mondiale, mais la majorité d'entre eux sont en Europe de l'Est, et singulièrement dans l'Empire russe, à 7,5 millions en 1880 pour atteindre 13,5 millions en 1914. 5 millions de Juifs vivent dans l'Empire russe et à la fin du 19e, et ils vont constituer le vivier principal des migrations juives, auquel il faut également associer une immigration de Juifs de l'Empire ottoman, plus réduite évidemment. Ces Juifs de l'Empire russe sont confinés dans une zone de résidence obligatoire qui comprend la Pologne, l'Ukraine, les pays baltes. Ils sont confrontés à des politiques discriminatoires à partir du milieu du 19e siècle, à une paupérisation croissante qui est liée à l'industrialisation, qui modifie les modes de production et les prive donc et qui prive progressivement les petits artisans intermédiaires de leurs moyens d'existence. Ils ont parallèlement très peu accès à l'industrie qui recrute essentiellement des paysans. Leur situation va encore plus se détériorer avec l'assassinat du tsar Alexandre II en mars 1881, assassinat qui est suivi de pogroms. La population ravage les quartiers juifs sans que la police n'intervienne. Ces pogroms iront jusqu'en 1884, il y aura des résurgences au début du XXe siècle.
Le nombre des victimes est faible, mais un sentiment d'insécurité s'installe, surtout le sentiment qu'il n'y a plus d'avenir en Russie. D'autant qu'une législation anti-juive est promulguée. Et en tout cas, ces pogroms ont au minimum joué le rôle d'accélérateur. Mais dans le cas de cette immigration de masse, c'est-à-dire qu'entre 1840 et 1840, 4 millions de Juifs migrent, essentiellement donc de cette région de l'Europe. Dans le cas de cette migration massive, la Belgique est d'abord un pays de transit, puisque le port d'Anvers constitue un des principaux points de départ européens vers le continent américain. Mais des milliers d'immigrants juifs vont y attendre leur embarquement. Certains vont y trouver un emploi ou vont s'y trouver bien et vont donc rester en Belgique. Ou ne vont tout simplement pas trouver le moyen de prendre le bateau. Cette première vague va mener à ce que de plus ou moins 4 000, 5 000 juifs en 1880, on va passer à 17 000 en 1900 et à 40 000 à la veille de la Première Guerre mondiale, dont la moitié pour Bruxelles. De la même manière que les juifs hollandais des années 1860, ces juifs de l'Est sont bien plus traditionnalistes. Même s'il y a aussi parmi eux quelques révolutionnaires qui fuient la répression tsariste, et des juifs sécularisés mais pas assimilés. Et donc ils ne se reconnaissent pas non plus dans le judaïsme constitutionnel, et ils vont également créer des oratoires que parfois d'ailleurs des juifs hollandais vont rejoindre, toujours dans les mêmes quartiers. Une communauté orthodoxe est fondée en 1905. Et on sait que ses membres habitent principalement autour de la gare du Midi, à Bruxelles, Anderlecht et Saint-Gilles. Mais parallèlement, une synagogue, la première synagogue orthodoxe, est ouverte en 1906 dans le quartier des Marolles. Cette communauté existe d'ailleurs toujours. Sur le plan, ce processus conduira à ce que dans 1910, cette communauté orthodoxe sera reconnue officiellement par l'État. Qu'elle croîtra dans les deux guerres, ce qui la conduira à édifier une synagogue rue de la Clinique, donc dans le quartier de la gare du Midi, une synagogue art déco qui marque fortement le quartier, qui est inaugurée en 1933 et qui est actuellement en procédure de classement. Sur le plan, donc la communauté se diversifie encore plus sur le plan démographique, sociologique et géographique. Les anciennes familles d'origine allemande, hollandaise, française du début du XIXe siècle, la vague suivante de juifs hollandais pauvres, et maintenant des juifs d'Europe de l'Est. La grande masse des nouveaux arrivants est employée dans des branches semi-artisanales, de l'industrie de consommation-transformation, donc tailleurs, casquetiers, fourreurs, qui sont dispersés entre Saint-Gilles, Schaerbeek, Saint-Josse et le quartier des Marolles, donc les quartiers populaires de Bruxelles même. Mais on recense toujours des marchands ambulants de cigarettes, par exemple, ou des horlogers, des photographes. Cet exode migratoire, qui a donc porté la communauté jusqu'à 40 000 personnes, 20 000 à Bruxelles, est évidemment interrompu pendant la Première Guerre mondiale, et il va reprendre après celle-ci. À partir cette fois de l'ancien empire russe, qui s'est donc effondré, et surtout, pour ce qui est de la Belgique, de la nouvelle Pologne indépendante. La migration est toujours dirigée principalement vers les États-Unis. Mais les États-Unis, suivis par les autres pays d'immigration comme l'Argentine, le Canada, l'Afrique du Sud, où ont immigré beaucoup de Juifs de Lituanie. Pour ce qui est de la Pologne, donc, qui va être le vivier principal de migrants juifs pour la Belgique et pour Bruxelles.
Une première phase se dessine au moment de la guerre polono-russe, polono-soviétique de 1919-1921. De nombreux jeunes juifs quittent le pays pour se soustraire au service militaire. Donc cette immigration débute en 1920. Les premiers migrants arrivent vers 1920. Dans un deuxième temps, les politiques discriminatoires anti-juives de l'État polonais, associées à la crise économique, vont mettre la population juive en très grande difficulté. L'antisémitisme de plus en plus virulent de l'État et de la société se traduit au fil des années par l'impossibilité d'accéder à l'emploi public en Pologne, par des campagnes de boycott des petits artisans et commerçants juifs, qui constituent l'essentiel de la population juive polonaise, par l'instauration de quotas ethniques et de bancs ghettos dans les universités. Tous ces faits vont conduire une nouvelle génération de juifs polonais immigrés. C'est donc une immigration dont les raisons sont à la fois politiques et économiques. Mais les deux raisons se mêlent. Les causes économiques sont liées à la situation politique. Contrairement à ce qui est généralement entré dans la mémoire, y compris juive, il n'y a pas de pogrom en Pologne à cette époque-là, avant 1936. Toujours est-il qu'entre 1921 et 1937, 400 000 juifs polonais sur plus ou moins 3 millions vont immigrer. Donc c'est là aussi une immigration massive. C'est une migration par étapes. Un quart des migrants juifs qui se dirigent vers la Belgique ont d'abord tenté de s'installer en Allemagne. Donc on va d'abord du village vers la ville, de la ville vers un premier pays, éventuellement vers un second ou un troisième. Le point le plus élevé d'arrivée des migrants juifs de Pologne pour la Belgique, ce sera 1929. Les juifs de Pologne sont majoritaires, mais viennent après eux des juifs de Tchécoslovaquie, essentiellement la partie orientale de la Tchécoslovaquie, de Roumanie. Un cinquième de ceux qui arrivent de Pologne sont originaires des trois villes de Varsovie, Łódź et Cracovie. Donc la majorité de la population juive bruxelloise est dorénavant originaire de Pologne. Cette population va doubler quasiment dans l'entre-deux-guerres, puisque de 20 000, le chiffre avait baissé de moitié en 1918 en raison des exodes. On passe à 50 000, dont 40% à Bruxelles. À l'époque, Anvers représente la première communauté juive. C'est le profil de cette migration d'Europe orientale est différent de celui de la première migration des années 1880, dans la mesure où la sécularisation et la politisation ont progressé en Europe orientale. Et on le verra, mais j'y reviendrai plus tard, quant aux nouvelles sociabilités qui vont structurer cette communauté. Sur le plan socio-professionnel, contrairement aux autres groupes d'immigrés qui arrivent à l'époque en Belgique, mais de manière comparable à la migration juive précédente, des années 1860-1880, ces migrants vont trouver du travail dans des petites entreprises de production artisanale, de vente et de réparation de biens, de consommation, ce qui explique leur implantation dans les grandes villes, rend compte également de la faiblesse économique et du peu de rentabilité des secteurs dans lesquels ils travaillent. C'est de manière très marginale qu'un certain nombre d'entre eux vont immigrer en Belgique pour travailler dans les mines à Charleroi, entre autres. Ils n'y resteront pas nécessairement longtemps et la crise économique les contraindra à rejoindre les secteurs d'activité juifs quand on licenciera dans les mines et les usines. Donc les immigrés juifs sont essentiellement actifs à Bruxelles dans les secteurs du textile, de la confection, du cuir et de la fourrure. Les entreprises sont majoritairement de très petite taille, elles emploient peu d'ouvriers, elles sont très souvent familiales, elles sont souvent aussi très peu rentables. Ce sont des entreprises, c'est une économie quasiment de survie. Et d'ailleurs,
part d'entre elles seront simplement liquidées par l'occupant allemand en 1940 dans sa politique d'aryanisation, d'accaparement des biens juifs. C'est une production qui est peu mécanisée, qui est basée sur le modèle de la sous-traitance, donc qui présente plusieurs avantages. Peu de capital de départ, le travail est moyennement qualifié, on peut se mettre rapidement au travail. Dans des ateliers ethniques, ce qui permet de travailler dans sa langue et aussi de respecter les prescrits religieux, ce qui est évidemment impossible dans l'industrie, à l'époque surtout. L'élément essentiel dans ce mode de production, c'est évidemment la flexibilité de la main-d'œuvre. On travaille à façon dans des petits ateliers et on répond à l'offre. Deux raisons vont expliquer le choix des secteurs du textile, de la confection, de la maroquinerie. Comme les Juifs ne sont pas embauchés de façon ciblée comme les autres migrants, ils ne peuvent que se diriger vers des secteurs secondaires et tertiaires dans des créneaux qui ne les mettent pas en concurrence avec les industries locales. Le fait également que ces activités sont largement pratiquées dans le pays d'origine. La confection, les tailleurs, la maroquinerie. En Pologne, la maroquinerie, le travail du cuir est une spécialité varsovienne. Et comme je l'ai dit, la recherche d'une sécurité psychologique interne de se retrouver dans un entre-soi. Pour ce qui est de la maroquinerie, le développement du secteur est concentré à Bruxelles-Ville et Anderlecht. Ce développement est dû aux immigrés juifs. 69% de l'industrie de la maroquinerie et de la fourrure est située à Bruxelles en 1940. Ce qui provoquera d'ailleurs à l'époque des réactions antisémites sur des accusations d'accaparement du secteur qui ont été contrecarrées par la publication d'ailleurs d'un travail d'un sociologue juif à l'époque montrant la contribution juive à l'industrie de la maroquinerie bruxelloise. Des entreprises de ce secteur vont être actives jusque dans les années 80 et 90, toujours à Kuregem, avant que le secteur ne s'effondre définitivement sous la pression des importations asiatiques. Le secteur du textile, c'est un tiers des entreprises juives en 1940. 48% de ce secteur est concentré à Bruxelles. Nous disposons de ces chiffres parce qu'en 1940, les Allemands ont lancé une procédure, comme je l'ai dit, d'aryanisation et de confiscation des biens juifs. Et donc on a une description des entreprises juives de l'époque. On recense donc d'innombrables, de très nombreux tailleurs, façonniers, sous-traitants ou propriétaires eux-mêmes d'un commerce de fabricants et de vendeurs d'imperméables qui étaient jusque-là importés, de chapeliers, de casquetiers, de bonnetiers, de merciers, de gantiers, de grandes ganteries en Belgique étaient juives, de fourreurs, toujours des commerçants ambulants. À cela, il faut ajouter, dans le quartier des Marolles, des retoucheurs et fripiers qui travaillent au marché aux puces, au vieux marché, qui à l'époque est, contrairement à aujourd'hui, essentiellement un marché de vieux vêtements. En 1940, on dénombre dans la seule rue des Tanneurs 45 commerces et entreprises juifs, dont une moitié de commerçants ambulants. Il faut également ajouter à cette description les migrants juifs qui travaillent dans des commerces d'alimentation qui sont destinés directement à la clientèle juive, ce qui n'est pas nouveau dans le cadre des migrations juives, évidemment. Les boucheries, boulangeries, cafés, restaurants sont très nombreux et sont concentrés dans les rues des quartiers que j'ai mentionnés,
des deux côtés de la gare du Midi, Anderlecht-Saint-Gilles, les Marolles et Schaerbeek autour de la gare du Nord, du côté de la rue Verte, par exemple. La spécificité juive de ces quartiers est très visible, particulièrement à Kuregem, puisque les magasins, les restaurants, les cantines portent des inscriptions en yiddish et en hébreu. C'est peut-être la première fois que la Belgique est confrontée à un groupe d'étrangers qui vivent de manière relativement concentrée, qui maintiennent leur propre langue, qui partagent un mode de vie et de sociabilité spécifique. Une population qui connaît une très faible acculturation à l'époque et qui vit dans un microcosme yiddish qui est importé d'Europe orientale. En plus des oratoires que j'ai déjà mentionnés, des synagogues, la sociabilité va s'organiser dorénavant autour d'un réseau extrêmement dense, particulièrement à Kuregem, d'associations liées aux partis politiques spécifiquement juifs, donc importés de Pologne, dont l'éventail va des sionistes de gauche, du centre et de droite, jusqu'aux socialistes juifs du Bund, l'Union générale des ouvriers juifs de Pologne, qui sont liés au Parti ouvrier belge. Les juifs communistes, qui sont extrêmement nombreux avant-guerre à Bruxelles, vont eux rejoindre des sections de langue yiddish qui sont affiliées au Parti communiste, et vont également mettre sur pied un réseau associatif. Ce réseau comprend des cantines, des bibliothèques, des sections syndicales ou des associations professionnelles, des écoles complémentaires de langue yiddish, des clubs sportifs, des mouvements de jeunesse et des colonies de vacances. Une presse juive ou israélite existait avant, en français, pour ce qui est de Bruxelles, existait avant l'arrivée de ces migrants. On voit avec eux se développer une presse yiddish aux très très nombreux titres, qui épouse également les lignes de fracture politique. Cette forme de structuration va subsister sur sa lancée, survivre malgré les destructions de la Seconde Guerre mondiale, survivre de manière évidemment réduite jusque dans les années 60 et 70, et elle produit sans doute encore ses effets jusqu'à aujourd'hui. La dernière vague d'immigration avant la guerre, la 5e vague, avant la Seconde Guerre mondiale, est constituée de juifs qui fuient l'Allemagne nazie, l'Autriche annexée et la Tchécoslovaquie occupée. On estime que 10 000 juifs du Reich allemand rejoignent la Belgique avant le pogrom nazi de la Nuit de Cristal en 1938. Et après cette date, peut-être 30 000. Beaucoup d'entre eux ont été refoulés à la frontière par la gendarmerie. En 1940, on estime que autour de 70 000 juifs sont présents en Belgique, dont un peu moins de la moitié à Bruxelles. 94% d'entre eux sont étrangers. Un chiffre qui persistera d'ailleurs jusque dans les années 50. Dès octobre 1940, l'occupant nazi va mettre en place une politique de stigmatisation, d'exclusion sociale et économique de la population juive, qui est contrainte de s'inscrire dans un registre des juifs, qui est mis en place avec la collaboration des communes. Donc le registre se trouve dans les maisons communales. 57 000 juifs sont recensés par l'occupant. Donc beaucoup ont fui lors de l'exode et certains ne se sont pas fait recenser. Parmi les mesures prises, très nombreuses, restrictives, on peut relever l'exclusion des enfants des écoles publiques, à une époque où il n'y a pas d'école juive à Bruxelles. Or, les écoles complémentaires que j'ai mentionnées, des professions sont interdites et les entreprises, comme je l'ai relevé, sont confisquées ou liquidées. À partir de mai 1942, les Juifs doivent porter une étoile jaune marquée d'un J. Les déportations vers le centre d'extermination d'Auschwitz en Pologne débutent le 4 août 1942. Une rafle a lieu à Bruxelles dans la nuit du 3 au 4 septembre 1942, dans les rues juives de Kuregem et des Marolles, rafle qui conduit à
l'arrestation de 710 juifs. Et il faudra ensuite échapper à la traque, jusqu'à la libération, échapper à la traque menée par l'occupant et ses collaborateurs locaux, en se cachant à Bruxelles même et surtout en Wallonie. Au total, 25 033 juifs sont déportés de Malines, un peu plus de 1000 reviendront. À ce chiffre, il faut ajouter quelques 5 000 juifs de Belgique qui ont été arrêtés et déportés, arrêtés en France et déportés à partir de France. Ces victimes représentent 25% des juifs du pays. 25% des juifs du pays ont donc été victimes du nazisme et ils représentent la moitié des victimes civiles en Belgique. À la libération, la communauté juive est exsangue. Elle ne peut compter que sur ses propres forces et le soutien de la communauté juive américaine pour aider des milliers de survivants à reconstruire leur vie. Une caisse de prêt et de crédit est mise sur pied, toujours dans le même quartier, et elle permet à des centaines d'artisans qui ont tout perdu de recommencer une vie professionnelle. Un service social juif est également mis sur pied, qui aide plusieurs milliers de personnes à survivre, avec tout un éventail d'activités, dont des cantines. Des orphelinats juifs vont prendre en charge les enfants dont les parents étaient déportés, donc orphelinats qui vont subsister jusque dans les années 50, puisqu'il y a des enfants, de tout petits enfants qui entrent dans ces orphelinats. À ce moment, arrivent en Belgique également plusieurs milliers de réfugiés juifs, peut-être 10 000, rescapés des communautés juives d'Europe orientale, qui font partie de ce qu'on a appelé à l'époque les displaced persons, pour certains. Très peu d'entre eux se voient octroyer des permis de séjour et de travail. Ils ne sont pas censés rester. En 1956 et 1958, des Juifs expulsés de Pologne suite aux campagnes antisémites du régime les rejoignent, ainsi qu'à partir des années 60, des Juifs originaires du monde arabe. Les premières générations vont rester actives dans les secteurs du textile et de la maroquinerie. De nombreux commerces de détail vont s'établir rue Haute, qui pendant des décennies aura un caractère juif prépondérant, qui va également s'étioler au fil des années et jusqu'à disparaître aujourd'hui. À partir des années 70, les quelques rues de Kuregem qui seront bientôt connues comme le quartier du Triangle concentrent des grossistes en vêtements, jusqu'à ce que, comme pour la maroquinerie, les importations asiatiques ne fragilisent ce modèle économique et que d'autres migrants ne s'installent dans ce quartier. À la mobilité sociale qui va marquer la communauté juive dans l'après-guerre, puisqu'on s'éloigne de plus en plus des métiers originaux, cette mobilité sociale va de pair avec une mobilité géographique, qui est par ailleurs favorisée par le versement à partir des années 60 de réparations allemandes, qui vont permettre de quitter les quartiers, les quartiers du centre, qui vont permettre à beaucoup de gens de quitter les quartiers du centre. La communauté va quitter ces quartiers où elle était concentrée et elle se disperse dans la ville, mais principalement vers la ceinture sud de Bruxelles.